qui servir, comment servir. Je pense que les jeunes n'arrivent pas à saisir ce message dès le départ. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Panga Institution. Je me nomme Daniel Baguian, je suis étudiant en informatique aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir auprès de nous un monsieur au grand parcours. Il est docteur en administration politique et publique. Il est également enseignant à l'Université de Virginie, leader communautaire et sans oublier le fondateur de Panga Institution. Bonjour Dr Kola. Bonjour Daniel. C'est vraiment un immense plaisir de vous avoir auprès de nous. Le plaisir est partagé, merci. Le thème d'aujourd'hui va porter sur le programme de formation, la transformation de nos diplômes et rêves en industrie. Nous allons y aller pas à pas. Dr Koala, d'abord, pourquoi parler de diplôme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Merci Daniel. Donc comme tu l'as dit, la formation, c'est la transformation de nos diplômes et rêves en industrie. Et nous parlons de diplômes parce qu'il y a beaucoup de diplômés dans nos pays, autour de nous, dans nos communautés, un peu partout dans le monde. Et en même temps, nous savons les défis qu'il y a. Nous savons qu'en tant que diplômés, nous avons des objectifs précis. Et c'est de pouvoir faire de ces diplômes quelque chose. Mais nous avons de la peine dans nos communautés, beaucoup de diplômés dans nos communautés, surtout là où il n'y a pas d'opportunité économique, à nous en sortir. Nous avons lancé ce programme parce que nous avons quelque chose à apporter de par nos expériences. Et ce programme va nous permettre de toucher beaucoup de communautés, de toucher beaucoup de jeunes, les organisations et même les gouvernements. Vous attendez, on dirait que beaucoup ne seront pas d'avis avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui pensent que, entre griffes, l'école n'en vaut pas la peine? Ici, c'est vrai que nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat, à l'ère des réseaux sociaux, où beaucoup de personnes influentes pensent que l'école n'apporte pas la richesse, qu'on ne peut pas devenir millionnaire ou milliardaire à travers l'école ou les diplômes. Mais ici, le message, ce n'est pas ça. Nous savons, si nous regardons autour de nous, je pense qu'on doit aller au-delà de la richesse pour voir même comment et qui est devant en matière d'entrepreneuriat. Et je lisais un chercheur en marketing qui expliquait un peu combien de personnes nous avons, combien d'entrepreneurs nous avons dans le monde aujourd'hui. Et il disait qu'en 2023, il y avait 594 millions d'entrepreneurs dans le monde. Et quand nous regardons parmi ces entrepreneurs, 64%, ce sont des gens qui ont la licence. Et 11%, ce sont des gens qui ont le master. 14%, ce sont des gens qui ont au minimum 2 ans d'université, d'éducation universitaire. Donc, pour moi, cela me dit que l'entrepreneuriat, il y a un aspect qu'on ne maîtrise pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque, c'est l'innovation, c'est la prise de risque. Et ces deux choses, comment on peut le faire? C'est après avoir eu un certain nombre de connaissances et après avoir été exposé à des façons de penser, à des façons de faire. Et pour aller un peu plus loin, ce chercheur détaillait un peu les pays qui sont où il y a plus d'entrepreneurs. Donc, vous allez voir que à l'Inde, il y a 104 millions d'entrepreneurs et c'est de loin c'est le pays qui dépasse les autres de loin. Je pense que même aux États-Unis, on en avait seulement 50 millions. Mais aucun pays de l'Afrique n'est cité là-bas. C'est vrai, on va dire que l'Inde a une grande population, mais l'Afrique n'est pas non plus un petit continent. Et pour moi, la cause, c'est parce que, tout d'abord, on n'a même pas encore beaucoup de personnes éduquées. Et on sait que c'est les personnes qui ont un certain niveau de connaissance, qui comprennent le risque, qui comprennent l'innovation, qui font le pas donc pour aller prendre le risque. Et c'est en cela qu'on parle d'entrepreneur. Et tant que vous n'êtes pas exposé, assez exposé, ça va être un problème. Donc pour moi, les gens qui parlent d'école peut-être ont leur raison. On peut dire que voilà, les gens sont toujours pauvres et autres. Et il y en a qui parlent de l'école qui n'est pas adaptée à nos réalités. Là, je n'en conviens pas. D'accord. Donc excusez-moi de vous avoir coupé. Pour en rebondir à cela, que pouvez-vous dire à ces personnes qui pensent que, ou du moins qui ont omis une partie du fait que l'école n'en valait pas la peine? Moi, je pense que c'est souvent... Ces personnes l'ont oublié. Je pense que ces personnes, dire que l'école n'en vaut pas la peine, dire que le diplôme ne vaut pas la peine, je pense que c'est un peu être égoïste.
Tout d'abord parce que quand on a un diplôme, ça veut dire qu'on a des connaissances. On a acquis des connaissances et des compétences qu'on peut mettre à la disposition de sa communauté ou de son pays. Deuxième chose, à la base, il faut que les gens comprennent que l'école, l'éducation a été mise en place pas pour rendre quelqu'un, une seule personne très riche, mais c'est pour un développement harmonieux. Pourquoi cela? C'est pour pouvoir supporter, faire en sorte que nous ayons les ressources humaines, les capacités intellectuelles et humaines pour soutenir un certain nombre de programmes et de projets que nous développons pour nos pays. On peut dire oui, dans les temps passés, on n'avait pas beaucoup de technologie et que les gens faisaient beaucoup de la main-d'œuvre, mais ça, c'était encore fatigant. Mais de nos jours, nous disons que nous voulons des gens éduqués, des ressources humaines très avancées et on veut que tout le pays soit dans cet élan. Si nous arrivons à éduquer 100% nos populations, ils partent à l'école, ils ont un bon parcours, ils ont appris beaucoup de choses, c'est très facile de soutenir les programmes de développement que nous développons. Et pour moi, s'attaquer à l'école, je pense qu'on va faire un desservice à l'Afrique. Et pour moi, c'est le mal qu'on puisse faire aux pays africains de nos jours, c'est d'accepter le fait qu'on nous dise que l'école ne vaut pas la peine, que le diplôme ne vaut pas la peine. Ça va nous ramener 10 fois en arrière parce que cela va faire que les jeunes qui voulaient se battre pour avoir un diplôme, ils ne vont pas le faire. Et à la limite, ils vont se retrouver sans base. Ils vont se retrouver sans repère. N'oubliez pas, l'éducation, l'école, c'est aussi une façon de donner des repères aux jeunes. Donc, si c'est bien enseigné, si c'est adapté, ce sont des repères que nous donnons aux jeunes. Parce que ce sont des valeurs, les valeurs de nos pays, les valeurs de nos ancêtres, les valeurs de nos fondateurs, des gens qui ont posé les bases de nos pays. D'accord. Donc, pour aller encore dans cette même logique, que pensez-vous du système universitaire en Afrique? Et vous croyez qu'on doit le repenser ou est-ce qu'il est déjà effectif? Bon, moi personnellement, je suis passé par l'université de Ouagadougou. Avant de venir ici, j'ai fait 2 ans à l'université de Ouagadougou, dans la faculté LAC, voilà, Lettres, Arts et Communication, où j'ai étudié l'anglais pendant 2 ans avant de venir ici. Donc, je connais un peu quand même les conditions. Je pense que d'abord, les conditions ne sont pas réunies et parce que on n'a pas ce qu'il faut. Les bibliothèques, on n'en a pas assez. Les laboratoires, on n'en a pas assez. Et même certains livres dont on avait besoin pour étudier, on ne pouvait pas les avoir. Donc, on se contente seulement de ce que les professeurs nous donnent. Donc, déjà, les conditions, même le nombre de personnes que nous avons dans les amphithéâtres, ce n'est pas vraiment normal, ce n'est pas idéal, voilà, ce n'est pas adéquat. Mais en plus de cela, il faut reconnaître que, comme beaucoup de gens le disent, il y a des programmes qui ne sont pas adaptés. Et pourquoi donc continuer de garder ces programmes, de laisser des milliers d'étudiants? Pas inutile, mais plutôt pas adapté. Pas adapté. Okay. Pas adapté. Mais il faut aussi revoir notre façon de penser. Par exemple, si nous prenons les cas des langues, il y a des langues étrangères que nous enseignons. Je ne suis pas contre ça, mais peut-être faire imposer les langues locales en plus de cela. Voilà, et là, c'est adapté. Est-ce que ce que nous pensons dans les langues étrangères, est-ce qu'on peut traduire ça dans nos langues pour nos populations? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de programmes qui ne sont pas adaptés, mais, et donc ça, c'est à revoir, effectivement. Mais, en général, je pense qu'on n'est pas à un niveau où nous pouvons dire que l'école, il faut laisser l'école, tout le monde allons dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas possible. D'accord, donc nous allons aborder un point assez très fort. Ok. Donc je rappelle toujours la formation, le programme de formation, la transformation de nos diplômes et rêves en industrie. Docteur Kuala, explique-nous de façon très profonde comment est-ce que cela se passe à Panga Industrie. Ok, ici à Panga Institution, ça fait près de 2 ans, depuis 2022, que nous faisons des formations en personne comme des formations en ligne. Et en fait, il faut dire qu'on essaie de passer un message et j'espère que c'est passé, même si ce n'est pas pour tout le monde. Mais le message que nous essayons de passer, c'est que si vous avez un diplôme et que vous devez, ce à quoi vous devez penser, c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, qui est-ce que je peux servir?
et comment je vais servir. Ça, c'est deux questions fondamentales qui ont conduit au développement des communautés, qui ont conduit au développement de tout ce que vous voyez comme département, programme de développement, les ministères, tout et tout. Ce sont les deux questions qui nous ont conduit là-bas. Mais aussi pour les grandes entreprises. Qui servir, comment servir? Je pense que les jeunes n'arrivent pas à saisir ce message dès le départ. Une fois qu'on finit le diplôme, on oublie, c'est ce côté qu'on n'arrive pas à cerner et qui fait que on peut se sentir comme si on n'a rien à apporter. Et vous savez, pour avoir un travail, pour pouvoir créer une entreprise, il faut commencer à servir. Même si vous ne gagnez rien, commencez à servir. Et là, ici, c'est ce dont on va parler. Je vais prendre un exemple. Vous êtes dans le domaine de la psychologie, domaine de philosophie, les mathématiques, physique, chimie, médecine, ingénierie, tout et tout. Vous pouvez créer une industrie à partir de cela. Je prends tout simplement un exemple pour la psychologie. Vous prenez des pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que les pays où il y a beaucoup de terrorisme depuis plusieurs années, et le Nigeria, Burkina, Mali, Niger et bien d'autres pays. Quand vous regardez un peu, ce sont des pays où les gens sont tellement traumatisés parce qu'ils ont vu des scènes très horribles. On a tué leur famille, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants devant eux. Il y en a qui ont vu leur bétail décimé, on brûle partout. Quand les gens voient ça, ils sont dans une certaine psychose. Ça veut dire que mentalement, ils sont malades. Ces personnes ont besoin d'être accompagnées, d'être réintégrées. Et si nous avons des psychologues, vous êtes un psychologue ou bien vous avez des compétences en santé mentale, vous êtes allé à l'école. Pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que c'est des programmes que vous pouvez développer qui vont bientôt servir plusieurs pays en même temps. Servir des communautés, si vous commencez d'abord dans vos communautés, quand ça va grandir, ça va prendre, les autres vont voir l'exemple. De côté, on va dire, bon, venez, nous avons besoin de vous. Donc, vous pouvez développer des équipes dans différentes communautés, dans différents pays, et c'est comme ça que, sans le savoir, vous allez embaucher des centaines, des milliers de personnes. Et c'est comme ça c'est cela qu'on va appeler une industrie. Donc, industrie ici, on ne va pas voir seulement le côté mécanique où nous avons implanté une industrie, mais voir dans le sens que vous pouvez développer, votre initiative peut s'étendre au-delà des communautés locales pour devenir nationale et souvent internationale. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour en revenir encore sur le terme de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que pour entreprendre, ils ont besoin d'être forcément au devant pour pouvoir entreprendre. Qu'est-ce que vous dites de ces personnes-là et comment est-ce que ces personnes-là peuvent réussir à même nous nouer un partenariat avec d'autres personnes, mais en étant également entrepreneurs?